Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Bernard et je suis ravie d'être votre hôte pour ce webinaire aujourd'hui. Au nom de Quantum Way, je vous souhaite la bienvenue dans notre communauté grandissante qui explore toutes les facettes de la psychologie, de la psychothérapie, de la pleine conscience et plus particulièrement dans la compréhension et la prise en charge du trauma et du stress post-traumatique. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir un expert de renom, David Treleaven, pour discuter d'un sujet important autour du trauma et de la mindfulness. David Treleaven est un auteur, chercheur et enseignant renommé dans le domaine de la pleine conscience et du traitement du trauma. Il est l'auteur d'un best-seller, Trauma Sensitive Mindfulness, ou la pleine conscience sensible au trauma, que nous espérons pouvoir vous offrir prochainement en français aux éditions Quantum Way. David Treleaven est reconnu internationalement pour son travail visant à intégrer la pleine conscience de manière sûre et efficace dans la prise en charge des personnes ayant vécu des expériences traumatiques. La pleine conscience est une pratique puissante, mais il est essentiel de comprendre comment elle peut interagir avec les traumas. Pour nous aider à explorer cette intersection complexe, nous avons la chance d'avoir David Treleaven, bien sûr, et Anne-Laure Gex, qui assurera l'interprétation en français tout au long du webinaire, afin que cette discussion soit accessible à notre public francophone. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce soir pour cette conversation fascinante. Si nous vous avons invité ce soir, c'est parce que nous lançons un tout nouveau programme, enfin disponible en français. Un programme de David Treleaven, La pleine conscience sensible au trauma, dont nous parlerons plus en détail à la fin de ce webinaire. Restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Sans plus tarder, je vous invite à plonger dans le monde de la mindfulness et du trauma avec notre conférencier invité, David Treleaven. Welcome, David. Bienvenue, David. Je suis absolument ravie d'être en ta compagnie ce soir et en compagnie de notre communauté Quantum Way. Enfin, nous y sommes arrivés. Nous allons parler de traumatisme et de pleine conscience et de la vérité à ce sujet. Quelle est donc cette vérité? Je suis impatient de l'entendre. Alors, je t'invite à activer ton micro ou on t'entendait pas. En effet, ce serait utile de le faire, tout à fait. Oui, merci. Ah, c'est tellement chouette de te voir. J'espère que tu vas mieux et que ton COVID est bien loin derrière toi maintenant. Oui, merci. Je me sens beaucoup mieux en effet et ça fait plaisir de voir ton visage et merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints ce soir. En effet, on a beaucoup travaillé sur ce programme. Je veux dire, Florence, on s'est rencontrés il y a longtemps maintenant et nous avons beaucoup échangé au sujet du lien entre la pleine conscience et du traumatisme. Et oui, en effet, c'est un honneur pour moi d'être, en partenariat avec vous tous. J'aime vraiment beaucoup aller sur votre site internet. Certains d'entre vous savent que je suis canadien, donc quand j'étais petit, j'ai un peu parlé le français, pas suffisamment bien pour pouvoir vous donner cette conférence en français, donc je suis reconnaissant envers Anne-Laure de me traduire ce soir, mais je me sens vraiment très heureux et très honoré d'être là en votre compagnie ce soir et de pouvoir m'adresser à vous au sujet de ce que disent les experts à propos de la pleine conscience et des traumatismes. Et mon idée, c'est que vous puissiez acquérir ce soir des outils que vous pourriez utiliser et pour que vous puissiez également avoir un aperçu du cours que nous avons préparé en partenariat. Donc, Florence, nous allons avoir une conversation, dialoguer ensemble ce soir, c'est juste? Tout à fait. Oui, je veux dire, parler de traumatisme et de pleine conscience, en gros, c'est ma passion. Et ça semble étrange d'être passionné par le traumatisme, n'est-ce pas? En effet, c'est assez étrange. Je dis la même chose, il y a toujours cette excitation et on a hâte de parler de ces sujets, mais je pense que c'est important de nommer immédiatement et d'ailleurs nous allons faire une pratique dans un instant. Je sais que certains d'entre vous allaient regarder cet enregistrement et j'aimerais vraiment nommer maintenant le fait que nous allons évoquer le traumatisme maintenant à un moment où nous sommes en train de traverser un traumatisme collectif très intense avec la situation dans la bande de Gaza entre Israël et la Palestine. Et les personnes avec qui je travaille sont souvent des personnes qui travaillent avec des patients qui ont été impactés directement par le traumatisme à un niveau ou à un autre. Et j'aimerais vraiment reconnaître maintenant le niveau de traumatisme collectif en train de se produire en cet instant même sur la planète. Donc,
je vous invite à prendre soin de vous pendant cette séance et j'espère que vous sortirez de cette séance avec l'impression d'avoir plus d'outils à disposition pour travailler avec tout cela. Alors, juste pour me présenter en quelques instants, si vous ne me connaissez pas, l'objectif de cette session, comme l'a dit Florence, c'est de parler d'aborder certains des mythes autour de la pleine conscience et du traumatisme. Et pour certains d'entre vous, ils vous sembleront tout à fait familiers, mais c'est un point d'entrée très utile pour entrer dans cette conversation au sujet de pourquoi finalement s'intéresser à cette thématique et quelles sont les compétences dont vous avez toutes et tous besoin, quel que soit le travail que vous faites ou dans votre pratique personnelle pour pouvoir travailler de façon très habile et adaptée à ce croisement entre la pleine conscience et le traumatisme, qui est ce sujet dont Florence et moi parlons maintenant depuis des années ensemble. Et mon objectif, c'est que vous continuiez et que vous acquériez le cours ou pas, le cours que j'ai préparé. J'aimerais que votre acquis de ce soir soit que vous ayez vraiment l'impression d'avoir bien utilisé votre temps ce soir. Un aspect important de ce travail consiste à reconnaître et les que la pleine conscience peut soit aider les personnes qui ont été traumatisées, mais peut également créer des difficultés. Et pour ceux d'entre nous qui sont dans une pratique personnelle ou qui ont des patients ou qui enseignent la pleine conscience, il est vraiment utile et aidant de comprendre les raisons de cela et aussi d'avoir à disposition quelques outils. Donc, au minimum, vous allez ce soir prendre conscience de certaines choses et ensuite, avec un peu de chance, vous allez acquérir des outils. Et si vous voulez acquérir davantage d'outils, nous pourrons vous présenter différentes façons de le faire. Mais notre objectif ici, c'est vraiment d'être là pour toutes les personnes présentes ici ce soir. Alors, je vous invite à commencer par une brève pratique. Et à nouveau, nous prendrons un moment à la fin de cette séance, de cette session pour faire un échange de questions-réponses, mais à moins que Florence, tu ne veuilles intervenir, je propose de commencer par une courte pratique. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la fin de la journée. Pour moi, c'est le début de la mienne. Alors, je vous invite pour cette pratique à trouver une posture dans laquelle vous avez envie d'être pendant une minute ou deux ici. Vous pouvez être assis, mais vous pouvez aussi vous tenir debout ou vous allonger selon ce qui vous servira le mieux. Et nous allons marquer une pause ensemble en tant qu'individu et aussi en tant que communauté. Prenons maintenant un moment pour nous centrer ensemble dans la présence. Alors, je vous invite à respirer une ou deux fois plus profondément pour commencer. Une inspiration plus longue et une expiration plus longue également. Juste chacun et chacune à son propre rythme pendant quelques respirations plus profondes. Juste ce subtil changement de respiration peut souvent nous aider à nous réguler et soutenir notre système nerveux. Et pendant que vous faites cela, peut-être que vous pouvez sentir vos points de contact avec le sol, comme les fesses sur la chaise ou les pieds sur le sol. Prenez un moment pour remarquer ces sensations et ensuite passez un moment à observer dans quel état vous arrivez à cette session, qu'elle soit en direct ou enregistrée. Observez quelle est votre humeur, par exemple, votre état d'esprit, quel est votre état émotionnel maintenant que nous sommes au commencement de cette session. Vous pouvez lui donner un nom si cela vous aide. Est-ce que je me sens plutôt énergisé, heureux, heureuse, plein d'espoir ou alors plutôt lourd? Je ressens peut-être de la tristesse ou mon état est peut-être également neutre. Et voyez également si vous pouvez remarquer ce qu'il y a dans votre humeur qui est lié peut-être à certaines sensations ou certaines images ou certaines pensées. C'est juste une possibilité que vous avez d'aller voir où vous en êtes, faire le point avec vous-même, on pourrait dire. Et cette pratique, à certains égards, est une pratique de pleine conscience et d'autorégulation.
qui joue un rôle très important dans le travail conscient des traumatismes que nous allons aborder ce soir. Et maintenant, faites venir à votre esprit et votre cœur, enfin, qu'est-ce qui vous a inspiré à être ici? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit oui et que vous avez pris une partie de votre temps précieux pour la consacrer à étudier ce sujet, ce domaine et participer à cette, rencontre? Peut-être que vous le faites pour vous, peut-être que vous le faites pour d'autres personnes. Laissez vraiment cela, cette prise de conscience façonner votre expérience de ce moment et de ce webinaire ce soir. Et ensuite, nous allons nous arrêter ici et vous pouvez, par exemple, mettre une main sur votre cœur ou bien poser une prière ou une intention ou simplement respirer une ou 2 fois plus en profondeur pour commencer à, tout en douceur, vous faire revenir dans ce moment présent ici. Bien. Je ne sais pas si vous avez entendu ma cloche, mon gong, je viens de l'acheter. Je me suis dit que ça pourrait aider. Bien, alors j'aimerais beaucoup avoir 10 heures à passer avec vous et Florence ici et nous avons en réalité un temps plus bref. Donc, je vais directement plonger dans le sujet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout toute la thèse de ce travail, c'est que la pleine conscience et la méditation peuvent aider les gens qui ont des problèmes de traumatisme ou alors ils peuvent créer plus de problèmes et plus de dysrégulation. Et nous sommes ici pour expliquer les raisons de cela et qu'est-ce qu'on peut y faire. Pour commencer, j'aimerais passer 4 ou 5 minutes maximum à définir le traumatisme, car nous devons bien commencer quelque part et cela, je pense, nous aidera à comprendre pourquoi c'est aussi important. Donc, je vais faire un partage d'écran et vous allez voir quelques diapositives. La façon, d'après moi, la plus facile de parler du traumatisme, c'est de le présenter comme étant un spectre. À un bout du spectre, nous avons le stress. Le stress est extrêmement courant dans la littérature sur la pleine conscience. On explique que la pleine conscience aide à diminuer le stress. Nous vivons constamment du stress, même le fait d'arriver ici sur le webinaire, m'assurer que mon micro fonctionne, tout cela engendre du stress et cela est une partie normale de la vie. Ensuite, ce qu'il y a et qui est le stress lui-même est séparé de ce qu'on appelle le stress traumatique. Le stress traumatique est fondamentalement une menace à la vie, une menace à notre survie et le traumatisme implique une mort elle-même ou une menace de mort, des blessures graves ou alors une menace pour notre intégrité physique. Et cela, je le mentionne parce que quelquefois on parle de traumatisme d'une façon un peu plus vague, on pourrait dire, comme: «Ah oui, j'ai ce bouchon, que j'ai vécu en voiture aujourd'hui a été très très traumatique pour moi». Mais il nous faut vraiment nous remémorer nous souvenir que le traumatisme est la forme de stress la plus intense qu'on puisse vivre. On peut être exposé au traumatisme de façon directe ou alors en étant témoin d'un événement traumatisant ou lorsqu'on apprend qu'un traumatisme est arrivé à un proche ou une proche ou alors à travers, quatrième point, une exposition répétée à des traumatismes. Par exemple, dans notre travail, on peut vivre beaucoup de traumatismes ou être souvent exposé à des traumatismes. Donc, on a le stress et on a ce qu'on appelle le stress traumatique. Le fait que nous ayons traversé un traumatisme, vécu un traumatisme, ne signifie pas que nous en soyons forcément atteints à jamais et que des choses négatives vont nous arriver. Cependant, il y a beaucoup d'articles dans la littérature, comme vous le savez, comme beaucoup d'entre vous le savent, qui ont été consacrés à ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, ce sont des symptômes de traumatisme qui se poursuivent au-delà
au-delà de l'événement traumatique lui-même. Donc, à nouveau, on peut traverser un traumatisme, le vivre, mais ne pas en être impacté à vie. Alors que d'autres personnes, par après, vont vivre des symptômes de traumatisme. Pour ceux et celles d'entre vous qui nous rejoindraient pour le cours, eh bien, ce sont sur ces personnes-là que nous allons nous concentrer. C'est des personnes qui sont vos élèves, qui sont vos patients et qui ont des symptômes de traumatisme. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des cauchemars, ça peut être des sentiments d'agitation intense ou des sentiments de dissociation. Si vous rejoignez le cours que je vous ai préparé, nous énumérons toute une liste de symptômes possibles. Je n'ai bien sûr pas le temps de les énumérer ici, mais on a toute une liste de choses qui peuvent nous indiquer la présence d'un traumatisme. Enfin, dernier point, nous avons ce qu'on appelle le PTSD en anglais ou syndrome de stress post-traumatique en français, le SSPT. C'est un critère diagnostique qui concerne certaines personnes, mais pas toutes les personnes ayant vécu un traumatisme. Bien, dernier point sur cette diapositive, voici ce que nous disent les recherches au sujet du traumatisme et voici pourquoi, à mon avis, ce sujet est aussi important. Si vous avez dans une salle un groupe de gens, eh bien 90% des personnes dans cette salle ont été exposées à un traumatisme ou un autre dans leur vie. À nouveau, ça veut dire une menace à leur vie. Ils ont vécu une exposition à un traumatisme de différentes façons, mais seulement 3,5% des personnes présentes auront un stress post-traumatique, un syndrome de stress post-traumatique. Cela signifie que lorsque vous travaillez avec un groupe, il y a tout un spectre de personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont vécu un traumatisme et vivent un traumatisme. Certains s'en sont très bien sortis, n'ont pas de problème. D'autres ont simplement des symptômes de stress post-traumatique, mais ne remplissent pas les conditions d'un diagnostic de SSPT. Et le travail que vous allez apprendre ici, autour de la pleine conscience sensible au traumatisme, consiste à travailler avec tout ce spectre de personnes. Et la question devient, comment est-ce que la méditation peut aider ces personnes-là et où est-ce que la méditation peut aggraver les choses pour ces personnes-là? Et donc, c'est là-dessus que nous nous concentrons. J'ajouterai encore un élément. La plupart des gens avec qui je travaille, leur travail ne consiste pas à diagnostiquer un syndrome de stress post-traumatique. Et donc, le cours dont nous allons parler ici ne sert pas à vous former pour que vous puissiez devenir un professionnel du traumatisme, comme un psychiatre ou un psychologue. Peut-être que certains d'entre vous travaillent en tant que professionnels dans le domaine du traumatisme et c'est super. Mais l'aspect important dans ce travail, c'est que vous puissiez apprendre à être conscient de la façon dont le traumatisme et la pleine conscience interagissent et ensuite être prêt, préparé pour être au service de personnes qui vivent des expériences très différentes en lien avec le traumatisme. Et c'est de cela que nous allons parler pendant le restant de cette session. Florence, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire? Est-ce que tu aimerais intervenir avant que j'aborde les mythes liés à cette thématique? Non, non, j'ai juste hâte d'entendre ce que tu vas nous dire à ce sujet. Très bien. Je suis sûre que je suis content que mon micro fonctionne parce que ça fait un sacré bout de temps que je parle déjà là. Très bien. Alors, c'est parti. Quels sont les mythes que j'ai pu découvrir dans ce domaine? Le premier mythe, c'est l'idée que la pleine conscience soit une solution à tous les problèmes. Alors, je connais ce mythe et je sais que ce n'est peut-être plus un mythe actuellement, mais il y a quelques années de cela, la pleine conscience était tellement populaire que tout le monde disait: «Ben, il te suffit de faire de la pleine conscience et tu as un TDAH, pratique la pleine conscience». Alors, il y a une certaine vérité dans le fait que la pleine conscience est extrêmement utile pour énormément de gens et de groupes différents et même certains diagnostics également. Néanmoins, le mythe, pour moi, réside dans le fait que la pleine conscience soit naturellement considérée comme une solution à tout, mais en particulier quand il y a eu traumatisme. Alors, voici des choses que j'ai souvent entendues dans mon étude de ce domaine qui a commencé il y a 15 ans maintenant.
quelque chose de très courant que j'entends très souvent, c'est quelqu'un qui dit par exemple: «Le traumatisme est une forme de stress. La pleine conscience, ça a été démontré, réduit le stress. Par conséquent, toute personne ayant vécu un traumatisme, naturellement, va bénéficier de la pratique de la pleine conscience». Et cela est faux. Il y a des recherches qui ont maintenant été publiées, par exemple par l'université Brown, qui montrent que lorsqu'une personne a un problème de traumatisme et qu'elle pratique la méditation, en fait, cela peut exacerber ses symptômes de traumatisme. La plupart des gens, oui, vont en bénéficier, ce qui est génial. Et il y aura des personnes qui auront besoin de modifications plus spécifiques et qui auront aussi besoin de certains outils pour pouvoir tirer le plein parti de la pleine conscience. Et je ne dis rien d'autre que cela. La pleine conscience toute seule ne peut pas aider une personne à se remettre d'un traumatisme. Nous devons, pour ces personnes-là, leur donner des consignes plus spécifiques que les consignes de base. On va d'ailleurs le pratiquer dans un instant. Mais, Florence, elle le sait cela. Je voulais juste te dire que cela, c'est vraiment quelque chose qui m'est très personnel, qui me tient à cœur personnellement. J'ai énormément étudié la méditation, j'avais des difficultés en lien avec des traumatismes. Je suis allée voir mes enseignants et les enseignants, souvent de méditation, me disaient: «Continue simplement à méditer. Continue, retourne sur ton coussin de méditation et sois dans la conscience». Et pour moi, avec mon système nerveux, eh bien, cela a eu pour effet d'aggraver les choses, de les faire empirer et ça a été extrêmement douloureux pour moi et c'est la raison pour laquelle je me suis consacrée à ce travail, pour laquelle j'ai écrit ce livre, pour laquelle j'ai mené toutes ces études et j'ai rencontré, des centaines, voire des milliers à ce stade de gens qui étaient dans des cercles de méditation et qui ont entendu la même chose, qui ont entendu continuer à méditer. Donc maintenant que je suis ici avec vous tous et vous toutes, j'ai l'impression de parler au nom de beaucoup de personnes qui auraient eu besoin de plus que juste des consignes comme continuer à méditer. Et en même temps, j'adore la méditation. Je ne suis pas ici pour dire la méditation c'est mauvais et il vous faut avoir peur. Non, pas du tout. Et je considère que nous avons tous la responsabilité, en particulier dans des moments comme celui que nous vivons actuellement dans le monde, la responsabilité d'être informés autant que possible au sujet du traumatisme. Voilà, donc ça, c'est le premier mythe, l'idée qu'il suffit d'ajouter la pleine conscience et tout ira bien. Alors, laissez-moi maintenant vous proposer une pratique, illustrative, une pratique, très simple de d'une où vous pourrez pratiquer une modification par rapport à la méditation de base. Si vous êtes enseignant de méditation et que vous êtes conscient des traumatismes, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vous diront: «Pour moi, prêtez attention à mes pensées ou prêter attention au moment présent, c'est très difficile parce que la seule chose que je ressens dans mon corps, c'est de la douleur ou de l'anxiété. Donc parfois, nous avons besoin de donner aux gens un point d'attention spécifique qui va leur permettre de juste commencer à méditer. Nous sommes beaucoup à commencer à méditer en étant dans un état neutre, on prend simplement conscience de ce qui est présent, mais lorsqu'il y a traumatisme, parfois nous avons besoin d'être plus concentrés de façon intentionnelle sur les outils qu'on peut donner aux gens. Alors, je vais vous en proposer un ici. Cela va être une pratique dans laquelle vous allez vous concentrer votre attention sur une zone spécifique du corps qui vous fait vous sentir ancré ou qui vous donne un sentiment de stabilité. Je vais vous donner 2 consignes à l'intérieur de cet exercice et merci Anne-Laure pour, tout ton travail de traduction. Alors, je vous invite à trouver une posture dans laquelle vous avez envie d'être pendant les quelques minutes qui vont suivre. Vous pouvez avoir les yeux ouverts ou fermés.
Ceci est une pratique facultative que je vous invite à essayer si vous le souhaitez. L'invitation ici consiste à scanner le corps et à voir si vous pouvez trouver une sensation ou une grappe de sensations qui vous donne un ressenti positif ou agréable lorsque vous y concentrez votre attention. Pour certaines personnes, ce sera les sensations dans les pieds ou peut-être même une sensation de chaleur dans la main. Ça pourrait être une température, une pression, un mouvement, même ne serait-ce qu'une sensation qui vous donne le sentiment de vous ancrer et de vous stabiliser et sur laquelle vous avez envie de placer votre attention. Si vous en avez trouvé une, c'est super. Et voyez si vous pouvez y placer votre attention pendant quelques respirations. Si cela ne s'est pas produit, cela ne fait rien. Vous pouvez placer votre attention à l'extérieur de vous. Peut-être que vous allez la placer sur un arbre ou sur un meuble. À vous de choisir. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont placé leur attention à l'intérieur, laissez votre attention y reposer. Qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, choisissez un endroit où placer votre attention qui vous apporte du soutien. Et laissez cet endroit être une ancre attentionnelle, une ancre pour votre attention pendant les quelques instants à venir. Un endroit où vous pouvez cultiver la pleine conscience en plaçant délibérément votre attention sur quelque chose qui vous ancre, qui vous stabilise et qui vous soutient. Nous pouvons commencer là, en plaçant intentionnellement notre attention sur quelque chose qui nous amène ce sentiment d'aise d'une façon ressourçante. Et au cours des quelques instants à venir, nous allons sortir de cette pratique. Prenez votre temps pour maintenant revenir quand vous serez prêt. Pour les personnes avec qui je travaille, qui ont de la peine à prêter consciemment attention à leur corps, le fait de commencer délibérément par un endroit ou un objet qui leur donne un sentiment d'ancrage, c'est souvent très utile comme point de départ. Vous pouvez voir ça comme une espèce de base à laquelle les gens peuvent revenir s'ils commencent à se sentir débordés. Bien sûr, cela est extrêmement basique et dans le cours, nous partons de cela pour aller plus loin et pour élaborer cette idée, mais l'idée principale ici, c'est de proposer des modifications, des adaptations pour les gens qui ont besoin de pratiques spécifiques pour les aider à rester présents. Je vais maintenant aborder le deuxième mythe, mais avant cela, j'aimerais voir si Florence aimerait ajouter quelque chose. Oui, je me disais que quand tu parles d'une pratique d'ancrage pour la méditation, cela peut également être utile en tant que thérapeute. Je n'entre pas toujours en méditation quand je suis en présence de mes patients. En revanche, je peux me servir de ces outils-là pour m'ancrer parce que parfois, quand on est soi-même traumatisé, quand on a été victime d'un traumatisme, il est très difficile d'aller à l'intérieur et de tourner son attention vers l'intérieur. Donc, si on commence par des petites pratiques comme celle-là, on peut prendre davantage conscience de son corps ainsi, et après, petit à petit, on pourra l'explorer depuis l'intérieur. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que cette pratique que tu nous proposes là dépasse largement le domaine de la pleine conscience. C'est super. En effet, un certain nombre de thérapeutes et de coachs qui ont suivi la formation, ce qu'ils disent est
et ce que tu viens de dire est tellement important. Je suis absolument ravie que tu l'aies mentionné. C'est qu'un principe clé dans énormément de travail sur le traumatisme consiste à remarquer que les gens qui ont traversé des traumatismes auront tendance à porter une attention excessive sur leur traumatisme. Par exemple, ça peut être un patient qui a beaucoup de sensations douloureuses dans son ventre en raison d'un traumatisme et pendant que cette personne médite, son esprit automatiquement va se concentrer sur la douleur et il y a une très bonne raison à cela. On en parle d'ailleurs dans la formation. Donc apprendre à aider les gens à placer leur attention, que ce soit dans un contexte thérapeutique ou dans un cours de yoga ou dans une méditation, aider les gens à placer leur attention loin du traumatisme, pas comme un évitement, mais comme un moyen à terme d'intégrer le traumatisme est extrêmement utile, extrêmement aidant. Donc en effet, ce principe est une des bases du cours en entier et je suis ravie que tu l'aies mentionné. Oui, je pense vraiment que ce cours s'adresse à tout le monde. Je ne vais pas maintenant en aborder le contenu en détail, mais j'ai vraiment énormément appris de choses au sujet du traumatisme en suivant ton cours. Et je pense que tout le monde devrait, d'une façon ou d'une autre, suivre ce genre de cours comme celui que tu as mis sur pied. Merci. Lorsque j'ai fait mon propre travail personnel sur mes traumatismes, puis lorsque je me suis formée dans le traumatisme, à un moment donné, je me suis dit: «Mais ces principes sont extrêmement utiles dans la vie et j'aimerais tellement que plus de gens les connaissent». Moi-même, je me suis concentrée sur la méditation, mais en effet, pour revenir à ce que tu disais, on peut l'étendre à énormément de domaines. Il y a énormément de parents, par exemple, qui suivent ce cours, donc ça peut être très utile aussi dans le domaine de la parentalité. Voilà. Alors maintenant, je vais encore aborder les 2 derniers mythes et ensuite on aura, du temps pour les 2 questions, pour des questions. Hem, donc un deuxième mythe, c'est l'idée est que la respiration est une encre d'attention neutre. Dans beaucoup de traditions méditatives, nous guidons les gens en les invitant à se concentrer sur leur souffle, sur la respiration comme étant un point de départ leur permettant de cultiver l'attention consciente. Le premier cours de méditation auquel j'ai participé, on m'a dit: «Prêtez attention à votre respiration au niveau des narines ou alors au niveau du ventre». Si on réfléchit à cela à travers le prisme du traumatisme, la respiration n'est pas toujours un endroit utile qui permet véritablement aux gens de cultiver ce muscle de l'attention. Notre système respiratoire est intimement relié à notre système nerveux sympathique qui, comme nous le décrivons dans la formation, est totalement lié au traumatisme. Donc lorsque vous demandez à quelqu'un de prêter attention à sa respiration, vous pouvez le mettre directement en contact avec son traumatisme. Alors, j'aimerais vraiment être très claire dans ce que je dis là. Je ne suis pas en train d'affirmer que cela soit automatiquement quelque chose de négatif. C'est utile pour les gens d'être conscients de leurs sensations difficiles et d'aller se mettre en contact avec leur propre traumatisme, mais souvent, les gens auront besoin d'adaptation ou de soutien en plus au fil du chemin et c'est de cela que nous allons parler dans le cours. Par exemple, une adaptation de la méditation sensible au traumatisme serait de donner plusieurs options aux gens autour de où ils vont placer leur attention comme ancrage. Alors d'ailleurs, je vous propose de le faire très brièvement ensemble, d'accord? Quand vous êtes prêts, vous pouvez fermer les yeux. Bien sûr, vous pouvez également les laisser ouverts et je vais vous guider pendant un moment dans 3 ancres d'attention différentes que vous allez ap que vous allez apprendre à utiliser quand vous suivez un cours de méditation conscient des traumatismes, par exemple. Alors, commencez ici par placer votre attention sur une sensation ou des sensations qui ne sont pas reliées à la respiration. Par exemple, vos pieds, vos fesses sur la chaise,
peut-être vos mains. Pendant un instant, laissez une sensation dans l'un ou l'autre de ces endroits être votre ancre d'attention. C'est-à-dire que si tout à coup vous êtes distrait ou vous vous égarez dans vos pensées, ramenez doucement votre attention à cette sensation-là. À nouveau, une sensation dans votre corps qui n'est pas reliée à la respiration. Bien. Ensuite, nous allons passer à une deuxième encre et elle sera liée au son ou à l'ouïe. Amenez maintenant votre attention sur votre expérience de l'écoute, si cela est disponible pour vous. Si vous n'entendez pas, vous pouvez utiliser la vue ou le toucher et prenez conscience du paysage sonore qui vous entoure et laissez cela être votre ancre pendant un instant. Laissez votre attention se reposer là, avec ce son. À chaque respiration pendant laquelle vous êtes connecté à votre ancre, vous cultivez la pleine conscience, qui est une compétence essentielle lorsqu'on travaille avec le traumatisme, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et enfin, passons à une troisième ancre, celle de la respiration. Donc les sensations autour des narines ou la poitrine qui s'élève puis redescend ou le ventre. Laissez cela être votre ancre pendant un moment. C'est une encre très courante. Et avant de nous arrêter ici, observez si maintenant nous continuons et nous faisions une méditation de 15 minutes par exemple, avec quelle encre choisiriez-vous de travailler pour pratiquer votre méditation? Est-ce que ce serait une de ces 3 encres? Peut-être que ce serait une autre encre? Observez quelle encre vous semblerait la plus aidante. Quand je dis aidante, je ne veux pas forcément dire confortable, mais quelle encre, à votre avis, pourrait vous aider à cultiver la pleine conscience dans votre pratique méditative? Et sur les prochaines respirations, vous pouvez lâcher cela et nous allons revenir ici. Bien, donc ça c'est un autre exemple très simple de pratique où nous prenons un aspect central de la méditation et nous y ajoutons quelques options. Comme vous le verrez dans la formation, si certains d'entre vous la suivent, cela est une partie importante de ce que nous faisons, donner du choix et apporter des adaptations à la pratique sans déborder les gens, sans les submerger. À nouveau, comme l'a dit Florence, cela peut se faire dans un contexte thérapeutique ou méditatif ou lors d'une séance de yoga, ça peut être dans une salle de classe. Ces principes peuvent s'appliquer de toutes sortes de façons différentes à la façon dont vous pratiquez votre activité en y incluant de la pleine conscience. Abordons maintenant le dernier mythe et ensuite nous vous laisserons la parole pour vos commentaires, réflexions et questions éventuelles. Le dernier mythe que j'aimerais nommer ici, c'est celui qui affirme que la pleine conscience elle-même, la pleine conscience toute seule, serait suffisante pour guérir le traumatisme. Certaines personnes considèrent que la méditation seule suffit pour que les gens guérissent de leur traumatisme. Pour certaines personnes, c'est le cas. La méditation est extraordinaire et ces gens
réussissent par la méditation à intégrer un événement qui les avait submergés. Mais comme beaucoup d'entre vous le savent, souvent nous avons besoin de beaucoup de nutriments ou d'ingrédients différents pour travailler sur nos traumatismes. Florence et moi en avons parlé. D'ailleurs, souvent le traumatisme se produit au sein d'une relation ou de relations au pluriel avec les autres. Par conséquent, être en relation est souvent une partie importante de la guérison des traumatismes. Et quand on est seul, quand on fait de la pratique méditative solitaire, oui, c'est utile, mais souvent nous avons besoin d'un certain degré de lien avec l'autre ou avec les autres. Comment faire cela? C'est une question que nous abordons dans la formation. Donc, parfois, nous pouvons avoir besoin de modifier la façon dont nous faisons notre scan corporel. Dans la formation, nous parlons du scan corporel. C'est une façon très utile pour augmenter sa conscience de son corps. Tout à fait, c'est utile. Mais comment on peut le faire d'une façon qui permet aux gens de métaboliser la chose, de la digérer, c'est pas trop, que ça soit pas trop pour eux, et quels sont les signes qui nous indiquent qu'il nous faut faire cesser la pratique ou demander aux gens d'y aller un peu moins fort? Tout ça, ce sont des choses que nous abordons en détail dans ce cours. Mais l'aspect fondamental dont j'aimerais que vous vous souveniez ici, que vous suiviez un jour cette formation ou pas, c'est que la pleine conscience seule, souvent, ne suffit pas. Nous avons besoin de davantage d'outils et c'est cela que nous pouvons apprendre. Et Florence l'a dit tout à l'heure, je crois que plus nous sommes informés au sujet des traumatismes, mieux c'est. J'aimerais maintenant terminer par une brève pratique pour vous donner un aperçu de ce que signifie sensible au traumatisme et pourquoi c'est aussi important. Et ensuite, nous passerons à vos questions. Vous avez peut-être déjà fait cette pratique avec moi pour certains d'entre vous. Être sensible au traumatisme, conscient des traumatismes ou informé des traumatismes, cela veut dire que nous sommes curieux et respectueux de ce que les gens traversent dans leur vie. Et souvent, nous devons lâcher nos intentions cachées ou nos idées préconçues par rapport à comment quelque chose va se passer au cours d'une séance ou au sein d'un groupe. Alors, j'aimerais que vous sentiez et perceviez ce que j'entends par sensible au traumatisme, d'accord? Alors, je vous invite à fermer votre poing avec l'une de vos mains et je veux que vous imaginiez que le travail, la tâche de ce point, c'est de rester fermé. En restant fermé, ce point prend soin de votre sécurité et de votre survie. D'accord? Point fermé qui garantit votre sécurité. Et ensuite, je vous invite à expérimenter avec l'autre main, essayer de forcer ce point à s'ouvrir. Remarquez les sensations qui accompagnent ceci, les ressentis et observez ce qui arrive au point lui-même. Bien, vous pouvez lâcher. Nous allons réessayer. C'est la même chose. Point fermé, qui est là pour prendre soin de votre sécurité et de votre survie. Et maintenant, dans l'autre main, M mettez dans l'autre main une qualité de curiosité, de compassion et de respect. Mettez tout cela dans l'autre main et lorsque vous serez prêt, placez cette main sous le poing et en faisant cela, voyez si vous pouvez communiquer à ce point un message comme: «Bravo, bon travail, bien sûr que tu es fermé». Tu prends soin de la sécurité. C'est tellement intelligent de ta part. Je suis ici pour écouter. Je n'ai aucune intention cachée. Je suis ici pour te soutenir. Observez ce qui arrive au point, ce qui arrive à votre respiration. Bien.
Vous pouvez maintenant lâcher et marquer une pause pendant un instant avant que nous passions à la suite. Observez l'impact de cette pratique. Vous aimeriez peut-être écrire quelque chose à ce sujet dans le chat. Vous pouvez le faire volontiers et nous allons maintenant mettre un terme à cette pratique. Bien, donc nous allons maintenant passer à la suite, mais avant cela, j'aimerais dire une dernière chose. Tout ce que nous faisons dans la formation et dans mon travail revient à ce principe consistant à apprendre à être respectueux envers les stratégies de survie des gens. Mais nous ne sommes pas là pour dorloter les gens et les caresser dans le sens du poil, d'accord? L'idée, c'est pas d'avoir peur, c'est pas de marcher sur des œufs, c'est une pratique respectueuse et ancrée pour aider les personnes à accéder aux bénéfices de la méditation. Voilà notre tâche. Et c'est quelque chose qui me passionne, les possibilités que cela ouvre me passionnent également et tout cela vraiment est sous-tendu par le ressenti que vous avez pu expérimenter au cours de cette pratique. Donc un immense merci d'avoir écouté et d'avoir participé à ces pratiques. Merci à Anne-Laure d'avoir traduit tout cela et nous allons maintenant ouvrir la parole, vous donner la parole et voir où Florence veut nous amener maintenant. Oui, j'aimerais vraiment te remercier. J'adore cette pratique avec le poing. Je l'ai faite maintenant à de multiples reprises déjà et chaque fois, j'entends ce «waouh». C'est genre: «Ah oui, je me souviens» et il me suffit d'être là, d'être dans le soutien sans vouloir forcer l'ouverture. Quelqu'un nous a dit dans le chat que rien ne lâche, que le poing reste fermé et reste fortement fermé et je crois que ce n'est pas grave. Que diriez-vous à que dirais-tu à Marie-Claire qui dit: «J'arrive pas, ça ne lâche pas, heu, je n'y arrive pas avec cette pratique ou grâce à quelqu'un d'autre, je dois garder, c'est ma stratégie par rapport à ce traumatisme». Eh bien, je lui répondrai que cela n'est absolument pas un problème. En fait, il s'agit ici de l'orientation qu'on a par rapport à la chose. Est-ce un problème ou non? Je vais vous donner un exemple personnel. Dans la méditation, moi, j'ai tendance à me dissocier et à quitter mon corps. Beaucoup d'enseignants, considéraient que c'était un problème. Ils me disaient: «Mais reviens, reviens!» Eh bien, ce n'est que lorsqu'un enseignant m'a dit: «À quelle distance jusqu'à quelle distance veux-tu partir?» que j'ai eu le sentiment de cette main qui soutient le poing. Donc non seulement la dissociation n'est pas un problème, c'était le message, mais en plus, on peut être curieux à son sujet. Donc c'est ça la perspective. Le point n'est pas censé s'ouvrir. S'il s'ouvre, c'est super, mais il s'agit là surtout d'être patient et d'amener cet amour et cette curiosité à ce point, sans vouloir le caresser dans le sens du poil ou le chouchouter. Voilà, j'ai des questions. Nous parlerons du programme, dans un instant parce que j'ai vraiment envie de vous expliquer plus en détail, qu'est-ce qu'il contient, même si tu as mentionné déjà certains aspects. Il y a une question au sujet de est-ce que tu as déjà pratiqué avec des personnes qui souffrent de dissociation traumatique? Et qu'est-ce que tu peux, nous dire à ce sujet? Lorsque tu te retrouves confronté à des personnes qui sont hautement traumatisées et qui sont fortement dissociées. Alors, en fait, nous avons un module dans la formation sur la dissociation et c'est une partie, importante de la méditation. Pourquoi? Étant donné que étant donné que j'ai rencontré tellement de gens qui étaient alors, attendez, je vais m'arrêter pour dire d'abord la dissociation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre capacité à nous déconnecter de notre expérience physique ou émotionnelle. Un traumathérapeute que je connais a dit: «La dissociation, c'est notre capacité à partir lorsque nous ne pouvons pas partir». Et c'est une stratégie extrêmement astucieuse et ingénieuse dont nous avons besoin et
qui survient très souvent lors d'un traumatisme. J'ai rencontré beaucoup de méditants qui se dissociaient pendant leur pratique de méditation et on leur disait que c'était de magnifiques méditants et ils me disaient: «Moi, je peux rester immobile pendant 2 heures et mon enseignant de méditation me dit que je fais ça super bien». Alors qu'en réalité, je ne fais que me dissocier. Donc, il y a de multiples façons de travailler avec cela, mais le premier principe, c'est que la dissociation est un mécanisme de protection, ce n'est pas un problème et la question, c'est est-ce que nous pouvons aider la personne à devenir curieuse au sujet de sa dissociation et consciente de sa dissociation pendant ses pratiques. Donc oui, c'est très important de travailler avec cela et ça fait partie du programme. Eh bien, j'ai quelques diapositives qui vont vous présenter brièvement ce cours et ensuite on reviendra à vos questions. Vous pourrez également nous poser vos questions au sujet du cours lui-même. Voilà, donc ce programme, donc il est en français. Je vais pour cette raison parler en français. Donc, on lance le programme de David Treleaven. C'est une première partie. En fait, ce programme est en 2 parties. Une partie avec vraiment les fondamentaux et puis une partie plus avancée qui n'est pas encore traduite et qui viendra plus tard. Donc, cette première partie donc sur la pleine conscience sensible au trauma, le prix c'est 297 € en early bird au lieu de 397. C'est conçu pour tout le monde. On en a parlé un petit peu, donc les praticiens ou les professionnels qui font, qui sont des instructeurs de pleine conscience ou des instructeurs de yoga, mais aussi les thérapeutes qui veulent travailler sur leur devenir trauma informé et vraiment être des thérapeutes sensibles au trauma. Et puis les personnes engagées dans une pratique de méditation de pleine conscience, mais aussi engagées sur un chemin de guérison et de travail sur leur trauma. Donc c'est un programme qui est conçu autour de 6 semaines avec différents objectifs, comprendre pourquoi la méditation peut créer une dysrégulation chez les personnes, on en a parlé. Identifier les symptômes de stress n'est pas de devenir des spécialistes du trauma, mais quand même être aware, comme on dit en anglais, donc être attentif et savoir comment est-ce que les traumas se montrent en fait au quotidien pour pouvoir adapter notre pratique, être donc informé sur la recherche, que dit la recherche sur la mindfulness et sur le trauma. David est un researcher, il va vraiment chercher l'information là où elle est la plus signifiante. Vous donner les outils pour vous aider à travailler habilement. On en a eu quelques exemples aujourd'hui, des exemples de co-régulation, de comment traiter les flashbacks ou comment traiter la dissociation traumatique. Comprendre la relation entre aussi traumatisme individuel et traumatisme systémique. Et donc, c'est un programme en 6 sessions, 6 modules. En fait, 5 modules plus un bonus. Je reviens là. Donc, il y a 5 modules plus un bonus. Vous voyez l'évolution. Vraiment, c'est chaque module est construit sur le module précédent. Donc, c'est vraiment quelque chose de très progressif. On ne vous conseille pas de commencer par le module 4, mais vraiment de suivre. Et dans un rythme de 1 module par semaine, cela nous semble être le bon rythme. Et vous avez toutes ces informations sur la page que Mehdi a mis dans le chat. La page vraiment reprend chaque module avec la progression du programme. Voilà, ce qu'on veut, c'est que vous soyez confiant dans l'identification des signes non-verbaux du stress post-traumatique, que vous soyez équipé, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi ce truc fait ça, que vous soyez équipé avec des pratiques de pleine conscience, mais qui peuvent vous servir à la fois en tant que professionnel de la pleine conscience, en tant que pratiquant de méditation, mais aussi en tant que thérapeute, puisque vous êtes nombreux ici à nous suivre et être vous-même des thérapeutes, conscients de la relation entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, et pouvoir vraiment éviter aussi la retraumatisation. On en a parlé, la mindfulness peut être aussi le terrain d'une retraumatisation, et ça c'est quelque chose que l'on veut éviter à tout prix, vraiment d'être sensible. C'est ça, être sensible au trauma, c'est éviter cette retraumatisation et accompagner nos patients, nos clients, nos proches
nos élèves, si on est enseignant, vers, plus de sérénité. Voilà, donc vous avez tout sur la page, qui est accessible via le chat, et c'est vraiment un programme que l'on vous conseille vivement. Tous ceux qui ont travaillé sur ce programme, disent la même chose. C'est un magnifique programme qui est vraiment ouvert à tous, et on espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Voilà, eh bien, merci. Si vous avez des questions au sujet de ce programme ou au sujet de ce que David a partagé avec nous ce soir, et je te suis vraiment reconnaissante de nous avoir proposé toutes ces pratiques d'ailleurs, David, eh bien, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Je vais maintenant donc revenir à ces questions. As-tu déjà pratiqué avec des enfants, ou est-ce que ce serait on pourrait l'adapter pour les enfants? Eh bien, c'est un aspect important de la formation parce que beaucoup de personnes qui travaillent dans la pleine conscience sont des gens qui il y a beaucoup de gens qui ont suivi cette formation qui, travaillent avec des enfants, et donc en effet, il y a certaines modifications ou adaptations qui s'appliquent en particulier aux enfants plus jeunes, et on parle par exemple de différentes pratiques. Une pratique, ça peut être de mettre un caillou sur le ventre des jeunes enfants pour les aider à commencer à prendre conscience de leur respiration. Mais les principes, par exemple ceux de la théorie polyvagale, ceux de la fenêtre de tolérance restent identiques par rapport à savoir quand encourager l'élève à continuer à méditer, ou quand peut-on lui recommander plutôt d'arrêter la méditation pour faire quelque chose de différent. Ça, c'est une question clé. À quel moment peut-on savoir s'il faut poursuivre la pratique ou peut-être l'arrêter pendant un moment? Ça, c'est une partie fondamentale du travail. Donc, en effet, c'est très important, cette question au sujet des enfants, car nous travaillons avec beaucoup de jeunes et d'enfants. Alors, au sujet du programme, donc ce programme est en français et en anglais, soit en français avec voix française, ou alors en anglais avec sous-titrage en français. Donc il est, pour cette raison, accessible aux anglophones comme aux francophones. Oui, voici une question, intéressante. Cette personne nous dit: «Je n'ai jamais réussi à méditer correctement parce que j'ai l'impression que j'ai un souci avec la respiration. Qu'est-ce que je peux faire et à quoi cela est-il dû?» Eh bien, vous n'êtes pas seule, la personne qui nous, décrit ce problème. La respiration, souvent, ça peut être un point d'entrée difficile pour la méditation, et finalement, souvent, les gens se retrouvent très honteux de cela, et c'est important de mentionner ici que maintenant que nous arrivons bientôt au terme de cette session. La raison pour laquelle j'ai créé ce cours, c'est qu'il y avait énormément de gens qui voulaient vraiment méditer avec de très bonnes intentions. Ils voulaient guérir, et à la fin, ils se sont retrouvés honteux en se disant qu'ils étaient cassés, qu'ils étaient brisés, qu'ils n'arrivaient pas à méditer, et en plus, ils avaient aggravé leur état. Donc moi, je me suis demandé comment on peut permettre à plus de personnes de vivre des expériences bénéfiques en thérapie, en méditation et dans le yoga, pour éviter que ces personnes ne se sentent isolées. Donc, il faudrait que je pose davantage de questions à cette personne. Quel est vraiment son problème de respiration pendant la méditation? Mais il y a de fortes chances que vous n'ayez pas reçu les adaptations à la pratique dont vous auriez eu besoin pour pouvoir prêter attention à votre respiration d'une façon utile pour vous. Pour moi, la méditation est une médecine ou un remède très fort, très important, très puissant, mais il faut qu'il soit dosé correctement. Certaines personnes ont simplement besoin qu'on l'adapte d'une façon, spécifique à ces traumatismes. Qu'en penses-tu des programmes comme le MBSR ou le MBCT quand on veut adopter ce genre de pratique ou suivre ce genre de programme? À quoi, faut-il faire attention, à ton avis, lorsque nous choisissons de suivre, par exemple, un problème
un programme, pardon, de réduction du stress par la pleine conscience, MBSR. Alors ces programmes, je les aime beaucoup. J'ai collaboré avec les personnes ayant fondé ces 2 programmes. John Kabat-Zinn, par exemple, nous dialoguons depuis un certain temps. Il m'a soutenue dans mon travail et ils l'ont intégré dans les programmes de MBSR et le MBCT. L'année dernière, je suis allée à Oxford pour parler aux personnes qui ont fondé ces programmes. Si vous suivez ces cours-là, à votre place, je chercherais une personne qui a été formée dans le traumatisme. J'ai formé des centaines d'enseignants de MBSR et de MBCT à ce stade. Donc simplement, j'irai voir à votre place qui est le formateur ou la formatrice et sachez également que si vous êtes submergé, vous pouvez faire des pauses dans la pratique et que vous n'êtes pas non plus obligé de ne de ne pas vous respecter pendant que vous suivez ces cours. Mais chaque année, ces cours deviennent toujours plus sensibles au traumatisme, dans mon expérience. Have you ever Est-ce que tu as déjà, de façon involontaire, vu quelqu'un sortir de sa fenêtre de tolérance? Et qu'est-ce que on peut faire lorsque cela arrive? Lorsque aïe, cette personne n'est plus dans sa fenêtre de tolérance et je ne sais plus quoi faire là. Oui, eh bien, ça, c'est justement l'objectif du cours en fait, de savoir quoi faire dans ces cas-là. Laissez-moi vous partager une diapositive rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément ce concept, pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Ça vient trop lentement, désolée. Alors, cela arrive très fréquemment. Les gens se retrouvent dysrégulés au cours de la méditation, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur fenêtre de tolérance et la formation consiste à donner des moyens aux gens de revenir à l'intérieur de leur fenêtre de tolérance. Non pas parce que cela soit le meilleur endroit où être ou le seul endroit où être. Non, ce n'est pas l'objectif de la méditation, mais simplement il est plus facile de cultiver la pleine conscience quand on est à l'intérieur de sa fenêtre de tolérance. Je voulais vous montrer une image qui illustre à quoi ressemble cette fenêtre de tolérance, mais notre objectif, c'est vraiment d'aider les gens à développer les outils qui leur permettront de se réguler pour pouvoir récupérer leur pouvoir dans leur vie, ce qui, à mon avis, est un des magnifiques effets bénéfiques de la méditation, le fait que l'on puisse retrouver son pouvoir ainsi. Quelqu'un nous demande, est-ce que si nous sommes, instructeurs MBSR, est-ce que cette formation suffit? Ou est-ce que tu proposes des formations spécifiques pour les instructeurs MBSR? Il y a beaucoup d'instructeurs MBSR qui ont suivi, cette formation lorsqu'elle a été enregistrée et ils ont posé beaucoup de questions sur le MBSR. Donc, il n'y a pas de formation, spécifique uniquement pour les instructeurs MBSR, étant donné que, nous parlons énormément de scan corporel, d'encre, tous ces aspects qui sont aussi intégrés au MBSR. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup d'instructeurs MBSR ont suivi ce cours. Oui, et pour en dire plus au sujet du cours, chaque, module est divisé en 2 parties différentes. Oui, en effet, il y a, d'abord, une, formation donnée, simplement par toi, sous la forme d'un cours et ensuite, il y a 1 heure de session participative avec des questions-réponses en lien avec chaque module. Donc, toutes les questions qu'on pourrait avoir au sujet du cours, eh bien, elles sont traitées lors de cette session participative et ça, c'est vraiment très bien fait. Il y a le côté interactif, même si on n'est pas en direct avec toi, le cours a été enregistré en direct avec de vrais participants, donc c'est un petit peu comme si on était en direct et ça, c'est quelque chose l'on comprend dès qu'on commence à écouter ce cours. Alors, par rapport à ton livre, oui, en effet, il n'a pas encore été traduit en français. Nous, essayons de, négocier avec,
l'éditeur de la version en anglais de ce livre. Nous espérons arriver à décrocher quelque chose d'accessible pour nous. Alors, c'est une question de timing. La maison d'édition de Quantum Way n'en est qu'à son tout début et nous avons différents projets de traduction de livres. Donc, la question, c'est à quel livre allons-nous donner la priorité pour le traduire au cours des mois à venir. J'espère vraiment qu'on va pouvoir traduire ton livre en français. Ce serait superbe. Voilà, donc on va y travailler. Merci beaucoup, beaucoup. Merci David d'avoir été là avec nous. C'est toujours magnifique d'être en ta compagnie. Merci pour tout le soin que tu donnes à ton travail et merci pour ta confiance envers Quantum Way et toute notre équipe. Merci Anne-Laure d'avoir fait cette traduction ce soir. Je suis sûre que tu as fait un travail incroyable comme d'habitude. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints, soit maintenant en direct, soit dans l'enregistrement et nous espérons vous voir, suivre ce cours et nous avons également, beaucoup, d'autres ressources à vous proposer. Il y a évidemment le sommet, traumatisme, attachement et résilience, auquel David tu as déjà participé. Il se passera en avril 2024 donc restez informés, restez en lien avec nous, vous toutes et vous tous et nous vous parlerons non seulement de ce cours-là, mais également de tous les projets qui sont en cours et que vous verrez fleurir au cours des mois à venir. Donc un immense merci à toi David et à tout le monde.